Et ce livre est un véritable carton en librairie, plus de 120 000 exemplaires vendus. Ça s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Il est écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy, qui sont tous les deux avec nous. Bonjour, Monsieur Bolloré. Bonjour, Olivier. Bonjour, Monsieur Bonnassy. Bonjour. Merci d'être là pour évoquer ce livre et le succès. Comment est-ce qu'on explique 120 000 livres vendus, 120 000 exemplaires? Je ne sais pas si vous vous y attendiez, mais c'est quand même pas mal au niveau de l'édition. Écoutez, finalement, c'est assez compréhensible parce que la question de l'existence de Dieu, le livre ne parle ni de religion ni de foi, c'est uniquement la question de savoir s'il existe un grand horloger derrière cette magnifique horloge qu'est l'univers. Eh bien, je pense que cette question, au fond, finalement, toute personne doit se la poser au moins une fois dans sa vie. D'autant plus qu'elle est liée à une question qui intéresse directement les gens, c'est de savoir s'il existe une vie après cette vie. Voilà, et ça touche les gens de savoir. Évidemment, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vie après cette vie, c'est bien clair. Et par contre, si Dieu existe, s'il existe un Dieu créateur, eh bien, il y aura sans doute une vie après cette vie. Donc finalement, c'est une question qui touche les gens. La deuxième raison, je pense, du succès, c'est qu'en fait, finalement, au fond, maintenant, les gens sont très partagés. En France, on a vu qu'il y avait grosso modo 50 ou 51% des gens qui ne croient pas en Dieu, donc grosso modo 45 ou un peu plus qui croient à l'existence de Dieu. Donc finalement, les gens sont très partagés. Comme ils sont partagés, ils sont un peu perdus. Est-ce que l'objectif de ce livre, c'est de dire, nous, on croit en Dieu et on a envie de montrer scientifiquement qu'il existe? C'est le postulat de départ de votre travail ou pas? Non, ce livre est une enquête. Il n'y a pas de thèse ou de postulat au départ. Il y a une enquête qu'on essaie de mener. Alors, comment cette enquête se pose? En fait, c'est assez simple. Dans un passé un peu lointain, en fait, tout le monde croyait en Dieu sur toute la surface de la Terre dans tous les siècles. Parce que les gens, en voyant l'univers, en étant émerveillés devant sa beauté, sa grandeur, puis toutes les preuves liées à la philosophie, à la morale, à la révélation, ont fait que c'était unanime. Peu importe le Dieu. Oui, voilà, les gens n'étaient pas d'accord sur quel Dieu, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait un Dieu et l'athéisme était quelque chose de très rare. Jusqu'à ce que la science moderne devienne, depuis Copernic jusqu'à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, il y a eu toute une série d'avancées de la science qui ont semblé expliquer le monde autrement, sans avoir besoin de recourir à Dieu. Et ça a donné un courant matérialiste très puissant qui a dominé le XXe siècle. Mais en fait, ce qu'on a constaté dans ce livre, c'est que la science s'est retournée. Il y a un retournement, c'est-à-dire que depuis le basculement du 19e au 20e siècle, il y a toute une série de découvertes qui ont conduit à remettre beaucoup de choses en cause, en montrant en particulier qu'il y a un début, très certainement, au temps, à l'espace et à la matière. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, comme Einstein l'a montré, c'est qu'il y a une cause à tout ça qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de tout créer et qui a tout réglé pour que les atomes, les étoiles et la vie complexe soient possibles. Ça pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers? Qu'est-ce qu'il y avait avant la création de l'univers? L'univers est-il apparu? Ou alors a-t-il été créé? C'est un peu ça l'objet de votre livre. Voilà, ça veut dire qu'il a été créé, en fait. L'objet du livre, si vous voulez, c'est de permettre aux gens qui se posent la question. On disait que les gens se posaient la question aujourd'hui, d'abord parce qu'ils sont partagés, et ensuite parce que c'est une question importante. Eh bien, justement, nous avons voulu que les gens qui se posent la question disposent en un livre, en un seul volume, dans un langage très accessible, mais néanmoins avec des données très exactes, de toutes les données possibles pour qu'ils se déterminent. Parce qu'au fond, ce qu'il faut, c'est que les gens soient libres. Nous, on est pour que les gens soient libres, mais s'ils veulent se déterminer sur cette question, il faut qu'ils soient informés. Voilà, donc en lisant ce livre, je pense qu'ils sont informés. Après, chacun choisira ce qu'il voudra, il croira ce qu'il voudra. Et en effet, on peut reconnaître à ce livre d'être didactique, d'expliquer les choses relativement clairement. Vous parlez du passage de la matière au vivant. C'est un des chapitres de votre livre. Vous dites la probabilité que ce passage soit dû au hasard est tellement infinitésimale qu'elle en paraît invraisemblable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Non, ce qu'on veut dire, c'est que dans le passé, les gens ont cru à la génération spontanée. Ils pensaient qu'on passait de manière très spontanée de l'inerte au vivant, que c'était quelque chose de très simple. Mais les découvertes de l'ADN, du ribosome, des protéines, de la complexité de la cellule font qu'on a compris que le passage de l'inerte au vivant, en fait, c'est un gouffre de 100 000 kilomètres. Ce gouffre, il a été franchi puisqu'on est là. Oui. Mais ce qu'on peut établir de manière certaine, c'est que c'était très improbable. Il a fallu des plots, si vous voulez, entre notre rive à nous et la rive de l'inerte. Il a fallu des plots extrêmement nombreux et très improbables pour qu'on puisse être là. Et donc, ça veut dire qu'entre deux théories, on prend quoi? La moins improbable, la moins invraisemblable? Exactement. En fait, si vous voulez, le lecteur doit choisir entre deux thèses. Il y a la thèse que l'univers est sorti du hasard, de rien et du hasard. Oui. Première thèse, la thèse matérialiste. Et la deuxième thèse, c'est que l'univers sort d'un Dieu créateur.
quel que soit son nom. Donc il faut choisir, le lecteur, il faut qu'il ait les données et puis qu'il choisisse au fond qu'est-ce qu'il y a de mieux. Ce qui est très intéressant dans le vivant, c'est qu'on s'est aperçu que l'apparition du vivant est devenue extrêmement improbable. Mais pendant très longtemps, on a essayé de touiller des soupes primitives pour voir si, selon les idées de Darwin, on allait avoir des cellules vivantes apparaître toutes seules. Et en fait, finalement, on a abandonné toutes ces idées-là parce qu'on sait qu'il n'y a aucune chance que ça apparaisse comme ça. Dans les conclusions de votre livre, je vais reprendre une phrase ou deux. Donc vous dites, quel enseignement va-t-on tirer de ce livre après l'avoir lu? Vous parlez aux croyants, vous leur dites, voilà, ça vous donnera les armes nécessaires pour répondre aux diktats de ceux qui répètent que la croyance en Dieu appartient au domaine de l'irrationnel et qu'elle doit être cantonnée à la sphère intérieure. Si je comprends ce passage, ça veut dire que si on a une preuve scientifique de l'existence de Dieu, Dieu ne doit plus être cantonné à la sphère privée? Non, c'est pas tout à fait ça. Okay. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que, encore une fois, ce livre a une seule question. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur? Il y a un seul angle, c'est la rationalité. On examine à travers le livre une douzaine de domaines qui sont tous indépendants. Et notre conclusion à nous, mais après chacun appréciera, comme disait Michel Yves, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un dossier et qu'on se pose la question de manière informée, la conclusion la plus naturelle, c'est la thèse Dieu existe est beaucoup plus rationnelle que la thèse inverse. Et donc, notre impression, après chacun jugera, c'est qu'il y a un faisceau de preuves qui sont fortes, convergentes, rationnelles, indépendantes, qui à la fin vous donnent, à notre avis, une conclusion assez nette. Après, les conclusions qu'on en tirera, si Dieu existe, après, il faut se poser la question de qui il est. C'est une autre question qui est pas dans ce livre, mais qui est nécessaire. Et puis après, il y a plein de conséquences, bien sûr. Mais nous, on est limité. C'est l'étape suivante. Voilà, nous, on est limité. Voilà. Peut-être un jour. La croyance en Dieu, c'est pas justement une affaire intérieure de soi à soi? Alors, d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a deux manières d'aborder la question de l'existence de Dieu. Il y a bien entendu tout ce qui est la sphère intérieure. Et on a trop remis les gens en disant, au fond, ce qui est rationnel, c'est la science et de ne pas croire en Dieu. Ce que nous montrons dans ce livre, c'est qu'il y a deux croyances. Le matérialisme est une croyance. Les gens ne s'en rendent pas bien compte. Les matérialistes sont des gens qui croient. Et ils croient à plein de trucs, en fait. Ils croient que, par exemple, l'univers n'a jamais eu de début. Parce que pour eux, un début à partir de ex nihilo, à partir de rien, c'est pas possible. Bon, donc en fait, le matérialisme est une croyance. Ce que nous montrons, je pense, dans ce livre, c'est que maintenant, cette croyance, au fond, elle est devenue relativement irrationnelle. Et c'est l'objet de ce livre qui s'appelle « Dieu, les sciences, la preuve, l'aube d'une révolution ». C'est paru chez Guitra et Daniel Éditeur. Bien, merci beaucoup Olivier Bonacier, merci beaucoup Michel-Yves Bolloré d'être venu nous en parler. Merci. Et ce soir, après le RTL Info 19h, rendez-vous avec le magazine Tout s'explique. Nous parlerons des animaux et particulièrement de la médiation animale ou la zoothérapie. Exemple avec Émeric, 18 ans, qui souffre de troubles autistiques. Extrait. Là, on va ouvrir sur les chevaux. Ici, Émeric a une routine matinale. Prendre soin des animaux. Ça va bien, ça, Émeric, super. Son éducatrice, Camille, utilise les travaux de la ferme pour lui apprendre à contrôler ses gestes et à canaliser ses émotions. C'est des objectifs éducatifs, donc ça va être travailler effectivement la motricité pour des jeunes qui vont avoir des problèmes de motricité fine ou des problèmes moteurs, par exemple. Il a du mal à gérer sa force. Il va utiliser des fourches, des pelles pour remonter le fumier qui vont demander de la force physique. Et là, pour les lapins, on va demander qu'ils soient plus calmes, qu'ils les prennent doucement pour ne pas leur faire peur, pas leur faire mal. Au contact des animaux, Émeric a beaucoup moins de troubles du comportement. Pêche, paillettes. Émeric, oui, il est bien à la ferme. Il est beaucoup plus apaisé que sur des activités en intérieur. Voilà. Il va vite s'ennuyer, vite tourner en rond. Et là, les troubles vont arriver. Très bien. Merci de vous informer comme chaque jour avec RTL Info. Les prévisions météo d'Émilie Dupuis arrivent dans un instant. Ce soir, 19h, Simon François et toute la rédaction. Bel après-midi. À demain, 2h45. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.